Voilà. Bonjour Emmanuel, bonjour Jeanne. Nous Bonsoir. sommes ravis de vous accueillir chez Premier Cri et on vous laisse vous présenter. Moi, je suis Jeannery, je suis réalisatrice, scénariste et voilà, j'ai réalisé Pupille, le film que vous avez peut-être vu avant. Je ne sais pas qui a vu, qui n'a pas vu, mais voilà. Emmanuel Devaux, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris et mes recherches portent sur la communication précoce, parents, bébés, tout petits, la naissance à 2-3 mois à peu près. Voilà. On a fait bref parce qu'il n'y a qu'une heure et qu'on veut laisser la parole au public. Voilà, pour les personnes qui peut-être ne connaissaient pas Premier Cri, donc nous on est une initiative, un collaboratoire de recherche au Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI à Paris. Et on est ravis aujourd'hui Sur la petite enfance. Sur la petite enfance, oui, voilà. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir animer cet événement durant la Semaine nationale de la petite enfance. Donc voilà, et on est très heureuse parce qu'on a beaucoup, ce film nous a beaucoup touché, Marion et moi, et qu'on était ravis de pouvoir en discuter avec vous. Ce qu'on vous propose, c'est de commencer, nous, alors on a plein de questions, mais on va aussi ne pas toutes les poser et juste en poser une petite à chacun de vous pour commencer, puis après on laissera tout de suite la parole au public. Peut-être, Jeanne, pour commencer, vous demander un peu comment est né ce film, pourquoi est-ce que vous aviez choisi de travailler sur ce sujet de la toute petite enfance et du lien parent-enfant qui est rarement traité au cinéma. Donc voilà, peut-être nous expliquer un peu la genèse. En fait, moi, j'ai fait un premier long métrage qui s'appelait Elle l'adore. Après, j'ai fait du théâtre, mais je me posais la question de quoi écrire comme histoire. Je n'avais pas d'idée, vraiment. Et puis, il se trouve que dans mon entourage, il y a une proche à moi qui était sur le parcours de l'adoption depuis longtemps, parcours que j'avais suivi de loin, vraiment. Et un jour, elle m'a passé un coup de fil. J'étais en répétition de théâtre pour me dire que les services l'avaient appelée pour lui dire ils avaient un bébé pour elle. Voilà. Et ce coup de fil a tout enclenché chez moi. C'est d'abord beaucoup d'émotions parce que j'ai été très perméable à son émotion à elle. Et il y avait énormément de choses dans ce coup de fil, à la fois de la joie, de la panique, beaucoup. Une forme de, je sais pas, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de questions. Et en fait, je me suis aperçue que ça m'avait questionné énormément. Je me disais, mais qui est ce bébé? Mais d'où vient-il? Il disait, en plus, il est français, il est en bonne santé. Je me dis, ah bon, mais pourquoi c'est bien? Enfin, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Enfin, et elle m'a dit, c'est un bébé qui vient de France et c'est un accouchement sous X. Et alors là, il y a tellement de questions qui sont arrivées dans ma tête que c'est d'abord l'accouchement sous X qui m'intéressait. J'ai essayé de me demander d'où venait ce bébé. Et après, une fois que j'avais compris, je me suis dit, mais qui s'est occupé de lui entre le moment où sa maman l'a remise à l'adoption et le moment où ma proche amie l'a récupéré dans ses bras. Donc, en fait, j'ai été chercher des réponses à mes questions parce que, avant d'être un thème passionnant pour n'importe quel être humain, tout ça me semblait être regorgé de romanesque, de cinéma, de mystère, de suspense, de liens, de possibilités d'écrire des belles partitions pour des acteurs, puisque moi, c'est un peu ma quête. C'est ce que j'aime avant tout, écrire pour les acteurs, les voir jouer. Et là, je me disais, plus j'avançais dans ma documentation, parce que du coup, je me suis mise à rencontrer des gens, parce que j'ai voulu comprendre ce que c'était que l'accouchement sous X et pourquoi c'était exceptionnel, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pays qui le proposent, etc., etc. Et plus j'avançais, plus je trouvais que les graines de fiction, le réel était très intéressant. Il y a vraiment de quoi planter des graines de fiction super intéressantes. Donc, pardon, moi, je vais surtout vous parler de cinéma, en fait, mais je pense qu'Emmanuel sera là pour vous parler du réel. Moi, j'ai essayé de faire un bon film. C'était ça ma quête. Merci beaucoup pour votre réponse. Trop longue, d'ailleurs, pardon. Je vais essayer de Non, me pas du ramener. tout. Je pense que c'était passionnant et que, en tout cas, la quête était réussie, le film, et c'est super. Donc, bravo.
Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on vous laissera la parole juste après. On pose une dernière question juste de la part de Premier Cri à Emmanuel, et puis ensuite on vous laissera poser directement vos questions. On a reçu par exemple une question de Laure. Laure, on vous laissera la parole juste après cette question que va poser Lisa à Emmanuel. Et si vous souhaitez, vous pourrez poser votre question directement. Sinon, on la posera pour vous, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous pouvez envoyer vos questions directement sur le chat. Peut-être pour rebondir un peu sur cette période que Jeanne vous évoquiez, ce moment en fait où entre la naissance et l'adoption du bébé, donc toute cette période de transition. Est-ce que Emmanuel, vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments qu'on a plutôt du côté de la recherche? Qu'est-ce qui va être important pour le bébé dans cette période? Donc, on voit un peu dans le film différents moments entre le regard, la parole, l'odeur. Voilà, peut-être un peu nous raconter du côté plus scientifique ce qu'on en sait aussi. En fait, ce qu'on sait pour un nouveau-né, ce qui est important par rapport à sa mère, parce que là, en l'occurrence, évidemment, il est séparé de sa maman, mais s'il était avec sa maman, ce serait la continuité d'avant la naissance avec la voix et l'odeur, comme les deux sens par lesquels il se repère et par lesquels il s'accroche au partenaire. Mais on sait aussi que très vite, en quelques jours, il est capable d'associer plein d'individus de l'environnement pour peu que ces individus soient fréquemment là et puis qu'ils soient fréquemment en même temps que la maman. Donc, par exemple, le papa, il finit par le reconnaître très vite, la voix, l'odeur, parce que ces informations sensorielles, elles sont associées aux informations de la maman, donc la voix du papa avec la voix de la maman. Donc c'est assez simple, c'est assez beaucoup de bon sens. Là, évidemment, c'est la rupture qu'il est en train de vivre une rupture avec sa maman. Et du coup, c'est vrai qu'il faut reconstruire un peu cette familiarité sensorielle, cette familiarité visuelle, cette façon d'être porté, cette façon d'échanger par le regard, ces odeurs. Et, et c'est plutôt bien présenté dans ce film-là, justement. Je te disais juste avant que je trouvais que c'était très juste, les dialogues étaient très justes, la façon de parler, de s'adresser au bébé était très juste. L'assistant maternel raconte, l'assistant familial, pardon, raconte au bébé l'ici, le maintenant, comment il l'ancre dans sa propre histoire pour lui permettre d'appartenir à sa propre vie. Je trouvais ça extrêmement juste également. Et on voit bien d'ailleurs, moi j'ai été frappé, du coup je vais répondre à votre question en illustrant avec une scène du film. J'ai été frappé quand Karine s'adresse au bébé. Elle est debout, elle est relativement loin, elle a une voix qui est entre la voix qui s'adresse au bébé et la voix qui s'adresse à l'adulte. Et Jean donc arrive derrière, il est beaucoup plus proche, il est plus multisensoriel. Il va le prendre dans les bras, il va avoir une voix beaucoup plus ajustée. Voilà, on a vraiment une façon très différente. On sent qu'il est déjà en train de se projeter. Je pensais que je vivais ça comme si c'était réel. Parce qu'on a l'impression qu'il est déjà en train de se projeter dans une sorte de préoccupation paternelle primaire. Moi, c'est ça qui m'est venu à l'idée quand j'ai vu ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et c'est ça en fait qui illustre ce film. C'est comme ça aussi que ça se crée. Donc pour répondre maintenant plus concrètement à votre question, c'est simplement le fait d'être au contact souvent, fréquemment avec les mêmes personnes que le bébé arrive à se familiariser, à s'accrocher. Et par rapport à la recherche, c'est parce il a une très grande capacité à détecter ce qui ne varie pas dans son environnement. Il arrive à percevoir ce qui est fréquemment présent, donc les régularités, et il va s'appuyer dessus pour pouvoir entrer en contact, en communication. En fait, si je comprends bien, en fait, ce lien à l'attachement peut se créer avec un adulte ou avec d'autres personnes. Et peut-être une question qui rebondit, c'est que ce référent n'est pas obligatoirement le parent. C'est-à-dire que c'est ce qu'on observe aussi dans tout ce film, comment ce lien peut se recréer justement s'il y a une relation de confiance avec quelqu'un qui n'est pas son parent, mais qui le deviendra ou qui est sa figure d'attachement, si on peut dire. Moi c'est comme ça que je conçois. Il y a beaucoup de mystères autour du bébé. Je veux dire, on est quand même en train de découvrir beaucoup de choses. Ça reste quand même très compliqué c'est très compliqué de comprendre un bébé, en fait, déjà, au départ. Et on le voit bien d'ailleurs dans le film. On voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il regarde? Et c'est beaucoup de ces questions que tous les parents se posent. C'est assez banal comme question. Et nous, les chercheurs, on a les mêmes questions. Les professionnels ont aussi ces questions-là, je pense.
J'ai perdu votre question en route. C'est horrible. C'est le C'était soir. pas obligé que ce soit des parents qui Voilà, disent. c'est Et ça. voilà. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'une personne qui est présente là, qui est le donneur de soins, qui donne de l'affection, qui partage le vécu émotionnel de ce bébé, sera probablement la personne vers laquelle il va s'accrocher à ces personnes parce qu'elles sont présentes dans son environnement et qu'elles sont là de manière régulière. Et donc, elles ont une dimension familière qui est très importante, c'est rassurant. C'est là-dessus qu'il peut construire. Oui, c'est vrai que ce que me disaient les professionnels que moi j'ai rencontrés, et en fait, je me suis tout de suite rendu compte, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais que je rencontrais des gens qui travaillaient bien. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de les raconter, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout envie de raconter les dysfonctionnements et tout ça. J'avais envie de dire, quand ça marche, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai raconté des professionnels qui travaillaient bien, je m'en rendais bien compte, et qui m'ont ouvert plein de portes dans le cerveau sur ce que c'est qu'un bébé, que c'est une personne, qu'il a un langage qui n'est pas verbal, qu'on peut aussi… voilà, et que eux, leur souci principal, c'est qu'effectivement, c'est un bébé qui naît, une personne, donc qui naît sur une béance, sur une rupture très profonde tout de suite, et que eux, en attendant que le bébé puisse aller s'attacher ailleurs, ils vont le porter, ils vont apporter de la solidité dans un moment de fragilité, et qu'il faut trouver quelqu'un, parce que c'est mieux de ne pas multiplier les bras, ont-ils compris au fur et à mesure, que ce quelqu'un le porte entièrement, avec son odeur, avec ses bras, avec la nourriture, pour qu'il puisse s'enraciner déjà quelque part, et qu'il puisse éprouver le lien d'attachement. Et moi, les liens d'attachement, je pense que c'est ce que j'aime le mieux raconter. Je trouve ça bouleversant, et tous les liens d'attachement que nous avons, il y a évidemment ce bébé qui va d'abord s'attacher à Jean, et après va, on l'espère, et j'y crois, s'attacher à sa mère, parce qu'on l'a bien préparé, qu'on lui a fait éprouver aussi la sécurité de ce lien, la qualité de ce lien, et qu'en fait, c'est ce qu'on fait dans notre vie perpétuellement. On s'attache, et après, on transfère, on rompt, et puis on se réattache. Et ça fait une vie au bout de ça. C'est des attachements amicaux, amoureux, familiaux. Et on est porté par ces liens. Pas besoin de vidéo, Daniel. Mais voilà. Moi, j'aime bien hein, cette idée d'une transition, parce qu'en réalité, ce que le film reconstruit, c'est des transitions, c'est-à-dire des sortes de passages. Le bébé il passe d'un bras, enfin des bras de Jean au bras de la maman. Il est en transition avec Jean, mais ça vient un peu combler justement quelque chose qui a été en rupture. Parce que la naissance, c'est aussi une forme de rupture. Et la maman, elle a ce rôle-là, enfin, c'est phylogénétique, hein, c'est l'évolution de notre espèce. Elle a ce rôle de favoriser la transition de l'avant à l'après. Parce que justement, il peut s'accrocher à quelque chose qu'il a entendu en anténatal ou qu'il a senti, c'est chimique. Hein. Et là, il n'y a pas cette possibilité, donc il faut reconstruire cette transition. Il faut essayer de réduire un peu l'impact de cette rupture. Et je trouve que c'est pour ça que c'est très joli de voir effectivement. En plus, c'est un papa que vous avez pris, donc moi je suis particulièrement sensible à la question de la paternité, évidemment, pour l'étudier de près. Et je trouve que c'est intéressant de montrer que c'est possible avec ce papa qui est un étranger en fait au départ pour le bébé. C'est un étranger, un parfait étranger. Mais ce qui marche aussi, c'est important de le dire, c'est parce que le bébé a ces capacités-là. C'est profondément inscrit dans notre espèce de pouvoir s'accrocher aux donneurs de soins, mais aussi parce que il y a une forme de disponibilité de cet instant familial. Ce qui est important, c'est cette disponibilité de l'adulte pour le bébé, disponibilité psychique, même s'il est un peu en difficulté des enfants d'avant, mais on sent qu'il vient, qu'il a envie, et on le voit tout de suite, c'est le jeu d'acteur le fait, hein, c'est que c'est un très bon acteur. Et donc, c'est ce en quoi nous, on croit beaucoup hein, quand on étudie les interactions précoces, c'est cette possibilité pour le bébé de s'accrocher à quelqu'un qui est disponible pour le recevoir. C'est quelque chose que… Et le bébé est vraiment acteur de cette histoire-là. Hein. Il a un rôle très important, il n'est pas passif. Il instille aussi cette relation-là. Merci beaucoup à vous deux pour la discussion. On va ouvrir la parole au public. Laure, vous aviez une question, on vous laisse la parole, ou si vous n'avez pas envie de la prendre, on peut la prononcer pour vous, mais sinon… parfait, super, alors, merci. Voilà.
Bonjour, merci. J'avais suivi le MOOC sur le numérique et du coup, j'ai vu ça. Merci aux participants. J'avais une question pour la réalisatrice, justement. Donc, moi, professionnellement, je suis directrice de crèche collective à Paris. Donc, on travaille la persistance du lien en l'absence des parents, la création du lien de confiance avec nous autres, et surtout avec les 5 sens aussi, ce qui est assez bien montré là. Vraiment, il est très, très petit, mais même plus grand. Et la question que je voulais poser à la réalisatrice, c'est comment vous avez réalisé les séquences où justement des adultes disent, qui sont des acteurs, hein, qu'on a vu dans plein d'autres films, mais ce bébé qui est là, il est vraiment un bébé, disent tous ces mots chargés. Et voilà. Est-ce que c'est des plans coupes et il parle à un poupon, et il y a d'autres moments où vous filmez le bébé, parce que est-ce que c'est la vraie histoire de ce bébé? Mais alors là, c'est, enfin, je trouve ça difficile quand même. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, ah, mais en fait, lui, il est vraiment là. C'est pas Gilles Lelouch. Voilà. Voilà. Non, bien sûr, c'est sûr que d'abord, il y a des bébés, il n'y en a pas qu'un. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, j'ai compris qu'on racontait que les bébés étaient sensibles au langage et à ce qui était dit, à l'émotion qu'on mettait dans les mots et dans les phrases, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec ces bébés et qu'effectivement, comme je savais que j'avais des acteurs qui incarnent les choses et qui allaient s'investir, je ne pouvais pas me permettre de leur mettre toutes ces émotions dans la gueule. Donc, vous avez tout à fait bien vu. On a la plupart des trucs ont été tournés, les plans sur les bébés, les acteurs ne disaient pas les vrais mots. Pour deux moments très importants, par exemple, quand le bébé a les battements du cœur qui s'accélèrent, qu'on a complètement recréé au cinéma. De toute façon, le cinéma, c'est vraiment de la triche, hein, de bout en bout. Hein. On fait tout pour de faux, on fait l'amour pour de faux, il y a de la neige pour de faux, tout est faux. Donc Oui, là ça aussi, marche bien, ça marche bien sur mais nous, hein. c'est un challenge, quoi. Mais effectivement, donc, quand Sandrine Kiberlin s'adresse au bébé pour lui dire, voilà, ta maman t'a remis à l'adoption, on tournait avec un petit bébé qui avait 15 jours. Lui, en gros, elle lui a fait Domana, mais quoi? Mais tu me regardes, mais tu me regardes, mais il me regarde. Et ben voilà, bon voilà. Donc lui, il regardait comme ça. On a eu ce moment où moi, j'avais une script à côté de moi où je lui disais, voilà, étant donné que j'avais ce bébé, de bout en bout, pendant tout le film, pendant toute l'histoire, qui est le personnage central, il a une météo, en fait. Il pouvait pas, il devait avoir des réactions très, très précises. Et or, pendant tout un temps, il accroche pas le regard, il a du mal à entrer dans la vie, il est très calme, il est très inquiétant par son calme et donc il fallait trouver des moments où filmer au moins plusieurs minutes ou plusieurs secondes d'affilée où le bébé avait la bonne posture, même si 5 secondes après, il se mettait à crier et machin, moi je m'en fous, j'avais dans la boîte les moments où il fixait Sandrine Kiberlin comme ça. Après, on rajoute des battements de cœur qui s'accélèrent, hein, au son et au machin, on récrée tout. Mais donc là, elle a joué en face d'un bébé. Par contre, le tour de force, c'est vraiment Élodie Bouchès qui joue la maman adoptante, qui joue cette rencontre avec le bébé, où c'était marqué dans le scénario, elle se fissure, elle a une émotion très forte. Donc, on était d'accord avec Élodie qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir cette émotion en face du bébé. Donc, elle a joué avec un poupon. Elle a joué avec un poupon, vraiment la rencontre. Et je l'ai trouvé exceptionnelle parce qu'en plus, ce poupon était très, très bien fait. C'était même pas une poupée, c'était un poupon très bien fait, mais un poupon très bien fait, inanimé, on dirait un bébé mort, en fait, c'est très bizarre. Et donc, elle a joué en face de ce truc. Et après, j'ai fait tous les contre-champs sur le bébé, qui ce jour-là n'était pas très en forme, il était un peu pas bien, il avait ses dents, il pleurait, il chouinait beaucoup. Or, moi, j'avais besoin d'une scène où il devait d'abord regarder Gilles Lelouch, puis regarder sa mère. C'était très précis ce qu'il y avait à tourner. Donc on s'est démerdé. Hein. On a déplacé la mère. Elle est passée de Gilles Lelouch à Élodie Bouchès. Donc, il l'a suivie des yeux. Enfin, on a vraiment fait du bricolage comme on fait au cinéma. Mais oui, on a fait attention. On ne pouvait pas, pour moi, c'était important. Même tout le tournage a été très baby-friendly.
Un tournage, il y a beaucoup de gens, il y a 50 personnes, ça fait du bruit, il y a des gens qui travaillent à tous les départements, c'est vraiment un gros bordel. Là, j'ai dit, quand les bébés seront là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Les bébés épongent tout, il faut qu'on fasse un truc calme, détendu, dédié au bébé, et surtout que très peu de personnes le touchent, en dehors des parents qui étaient là et qui amenaient les bébés. Moi, je les ai très peu pris dans les bras, par exemple, et personne ne pouvait les prendre dans les bras, à part Gilles, le louche, ou Élodie Bouchesse quand c'était son tour. Mais pour moi, c'était important que même sur le tournage, Gilles Lelouch soit le référent du bébé. Et j'ai fait des essais caméra avec lui et j'ai vu qu'il savait faire. Je savais qu'il savait porter un bébé. Et ça ne s'apprend pas, hein. Donc, il était charnel. De toute façon, c'est un être charnel. Donc, et les bébés, il adorait Gilles. Les bébés étaient bien dans ses bras, ça se voyait, quoi. Peut-être, Emmanuel, on vous laisse réagir à l'intervention de Jeanne. Merci Laure pour votre question. Oui. Moi, je m'étais posé une autre question qui n'était pas tout à fait la même. C'était plutôt de savoir où étaient les parents pendant toutes ces scènes-là, parce que je me disais que c'était pas un bébé des acteurs. Donc, je me disais comment ils font. Est-ce qu'on voit plein de gens autour? Et donc, ça répond un peu à ma question. Je me disais qu'ils ne devaient pas être très loin. Et je me doutais aussi, je supposais que les parents devaient servir de point de repère pour le regard, parce que c'est assez logique. Donc voilà, je suis quand même, j'aurais été très curieux de voir comment ça se passe. On a envie de savoir les dessous des cartes, ou alors peut-être que c'est bien qu'on sache pas, comme ça, on continue à être dans le rêve et à profiter de ces images-là. Non, mais après, c'était amusant, c'est vrai pour vous, j'imagine. Enfin, en fait, il y avait quand même 3 bébés stars référents. Il se trouve que c'est pas facile de tourner avec des bébés parce qu'ils sont imprévisibles et que le tournage, c'est le royaume de prévoir, justement, de pouvoir tout anticiper pour pouvoir tout résoudre. C'est comme un braquage de banque, on ne peut pas se permettre qu'il se passe des trucs comme on n'a pas prévu. Il faut tout doit être compté, prévu. Et c'est vrai qu'un bébé, c'est imprévisible, mais pour couronner le tout, on n'a pas le droit de tourner avec un bébé plus de 1 heure par jour. Et 1 heure à partir du moment où le bébé arrive dans une location de la prod, même les loges. Donc, ça veut dire qu'un bébé qui arrive, à partir du moment où il est là, c'est 1 heure chrono. Donc, c'est même pas, on peut le faire attendre, tu sais, c'est 1 heure de présence. Donc, quand ils étaient là, moi, j'entendais dans les talkie-walkie, le bébé est arrivé, le bébé est arrivé. Donc, c'était vraiment, OK, on se met, le bébé est arrivé, c'est lui, c'est notre star, c'est lui qu'on doit filmer, etc. Mais c'est vrai que les parents étaient là, mais ils n'étaient pas toujours, suivant ce qu'on voulait, ils étaient plus ou moins visibles. En France, il se trouve qu'on n'a pas le droit de tourner avec des bébés de moins de 3 mois pour des questions de vaccination. Donc, ça ne m'arrangeait pas du tout, hein, parce que moi, justement, c'était de 0 à 3 mois. Donc, on a été tourné en Belgique avec un nourrisson et on a tourné en France. Il y a un des bébés qui est préma, en fait, qui a 4 mois, mais on dirait qu'il en a 2 en développement. C'était un bébé qui avait la pêche, hein, qui était super en forme, juste il était un tout petit peu moins développé. Donc, on s'est servi de tout ça. Merci beaucoup. Christine, vous aviez une question? J'ai l'impression que ça rejoint, c'est Christine Doligez. J'ai l'impression que ça rejoint la question qui avait été posée par Laure. Mais Christine, si vous voulez prendre la parole. Ah, Christine, votre micro est coupé. Voilà, super. Lien avait pu se faire entre les acteurs et les bébés. C'était une question sur le même thème. D'accord. Je pense que Gilles s'est très, très bien entendu avec nos 3 bébés référents. Et Élodie Bouchesse m'a toujours dit qu'elle a tourné donc avec plutôt le grand bébé, le bébé le plus grand, qui avait dans la vie 4 mois. Elle a toujours dit qu'il l'avait beaucoup aidé, quoi. Parce qu'il y a toute cette scène de fin aussi où elle le couche, elle le déshabille, elle le met au lit. C'était une scène fondatrice pour moi dès le début de l'écriture. Je savais que ça se terminerait comme ça, par cette rencontre aussi des corps, enfin, peau à peau et tout ça. Et il s'est vraiment passé quelque chose avec ce bébé et Élodie sur ce tournage, parce que j'ai des plans où il est vraiment surexcité d'être avec elle. Il est vraiment heureux, quoi. Il l'a regardée avec excitation, il avait les bras qui s'agitaient et voilà, ils se sont offerts à eux deux un vrai moment de partage, c'était évident.
Emmanuel, vous souhaitez rebondir? Alors, très brièvement, parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Moi, je ne suis pas surpris, en fait, ce que vous dites, parce que je pense que l'un des propres des bons acteurs, des acteurs en général, mais en plus ceux qui sont bons de manière plus frappante, c'est leur capacité justement à transmettre une émotion, parce qu'ils la vivent. Et le bébé, lui, il est très sensible à ce langage émotionnel. En tout cas, c'est comme ça que je le comprendrais là. Je pense que c'est d'autant plus vrai avec ces deux acteurs qui sont ceux qui vivent les émotions, qui sont censés vivre les émotions les plus intenses, parce que c'est ceux qui sont les plus proches des bébés dans cette histoire-là. Donc je trouve ça assez normal en fait. Pour moi, ça ne me surprend pas ce que vous me dites. Mais alors, juste pour compléter, parce que je me dis que c'est le bon endroit pour dire ça, il y a nos deux bébés. Il y a celui qui fait la rencontre avec Élodie, voilà, qui est ce bébé un petit peu rond, qui ressemble un peu à Gilles Lelouch d'ailleurs, c'était drôle. Et ce bébé Préma qui joue plutôt le bébé qui n'entre pas dans la vie, qui est très calme, qui ne réclame pas, qui a du mal à accrocher le regard, tout ça. Ces deux bébés-là étaient nos bébés qui ont le plus tourné. Et pour moi, c'était important. Je savais qu'ils se sentaient bien sur le tournage parce que, de fait, ils pleuraient assez peu, qu'ils étaient très en contact avec les acteurs et que ça se passait très bien. Et en fait, j'étais tout de suite rassurée parce que j'ai vu qu'ils étaient là. On peut se poser la question de parents qui répondent à des petites annonces en disant « on cherche un bébé pour un film » et tout ça. Et on en a vu beaucoup, beaucoup. De se dire pourquoi ils viennent faire ce film, pourquoi ils disent oui avec un bébé si petit et tout ça. Et en fait, les deux qui étaient là pour des bonnes raisons pour moi, entre guillemets. Le petit bébé Préma, on sentait, parce que j'ai rencontré les parents, je ne les connais pas, mais qu'il avait causé, entre guillemets, beaucoup de stress à ses parents, parce qu'il était Préma, parce qu'il avait un début de vie difficile, et que quand les parents ont vu leur petit bébé, qui était, pour le dire très grossièrement, avec des mots un peu choquants, un bébé défaillant, un bébé qui avait causé du stress, un bébé qui était petit, un bébé qui était né trop tôt, avec une maman qui était relativement fragile et stressée. J'ai trouvé que c'était plutôt le père qui tenait le truc, là. Quand ils ont vu leur bébé dans les bras de Gilles Lelouch, avec autant d'attention sur ce bébé, avec des plans de cinéma, parce que là, tout d'un coup, on n'est plus filmé à l'iPhone, on est dans des plans vraiment de cinéma. J'ai vu la fierté dans leur regard, que leur bébé, c'était la star du moment, c'était la star dans les bras de la vedette, et que ça réparait quelque chose. Pour moi, hein, c'est ça que j'ai senti, c'est peut-être. Et ce bébé, de fait, était très, très bien avec nous, ça se sentait. Et quant à l'autre bébé, son père était là, et quand il a vu, c'est pareil, il regardait les images de son bébé filmées là, au combo, ce qu'on appelle le combo, qui est l'écran de retour, avec les belles caméras, avec tout ça. Il a dit, ce qui est très bouleversant pour moi, c'est que mon fils est en train de jouer l'histoire de mon père. Mon père a été adopté, il a été abandonné, puis adopté. Et pour lui, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ces deux bébés sont là pour des bonnes raisons. Ils sont en train de réparer des choses, ils sont en train de... Et il y avait d'autres bébés qui étaient là, avec qui ça se passait un peu moins bien, dans le sens où les pauvres, ils étaient un peu plus nerveux, ou j'en sais rien. En tout cas, ces deux bébés-là, c'était tout le temps nickel, ça marchait toujours. Voilà. Et je me suis toujours dit, ils étaient là pour des bonnes raisons. C'est incroyable, merci Jeanne. Il y a Anna qui voulait poser une question. Anna travaille avec nous au CRI. Oui, et Anna, je vais mettre ma caméra. Touchée par le film. Donc, Anna, je te laisse. Oui, bonjour à tous. Pour commencer, je voulais vous remercier pour ce film. J'ai été très touchée. En fait, à présent, je suis en thèse au CRI dans le même laboratoire que Marion et Lisa. Mais en fait, avant cela, j'étais psychomotricienne dans un service de pédopsychiatrie dans lequel on accueillait énormément d'enfants placés. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les services de protection de l'enfance. Et en fait, j'ai été très touchée par le réalisme de votre film. Il y a certaines situations, j'avais l'impression d'être au travail un peu dans mon précédent travail, mais du coup, je trouve que c'est très intéressant d'avoir pu être aussi proche de la réalité au cinéma. En tout cas, donc je vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Cependant, j'aurais deux réflexions. C'est plutôt des réflexions que des questions, mais je trouvais ça intéressant peut-être d'ouvrir la discussion sur ces choses-là. Ma première réflexion, c'était que par rapport à ce que vous disiez, Emmanuel Devouche, entre la théorie et la pratique de terrain, parfois il y a un fossé qui est énorme. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on vit aussi au quotidien,
c'est beaucoup d'échecs de la protection de l'enfance, avec des enfants qui, malheureusement, vivent énormément de ruptures. Là, c'est vrai qu'on suit le parcours de ce bébé qui a un peu le parcours idéal qu'on aimerait pour tous les enfants. Malheureusement, moi, en 4 ans de pratique et je ne sais combien d'enfants suivis, j'ai très peu vécu ce parcours idéal, ce qui est assez difficile à vivre quand on est professionnel comme ça de la santé de la petite enfance. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi d'un échec de la protection de l'enfance, en tout cas en France, parce que les chiffres sont assez catastrophiques. En fait, on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça. Les lois ne sont pas toujours bien faites. Et j'ai aussi... donc on parle des parents qui ont du mal à adopter un enfant, mais il y a aussi des enfants qui ont du mal à être adoptés. Parce qu'en fait, la loi protège beaucoup les parents. On le voit un peu au début, c'est le lien filial à tout prix, mais il y a aussi le lien avec les parents à tout prix. Parfois, ça cause énormément de dégâts parce qu'en fait, quand le parent vient à une audition tous les 2 ans, l'enfant n'est pas adoptable. Et donc voilà. Et c'était aussi, effectivement, c'est intéressant de suivre ces parcours qui effectivement se passe très bien selon toutes les théories de l'attachement, mais malheureusement, dans la réalité de terrain, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus difficile que ça. Voilà, mais je trouve, Non, mais je comprends. Enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai. mais je trouve que la scène d'ouverture, en ça, est très criante de vérité, dans le sens où, effectivement, c'est ça, c'est le lien filial à tout prix. On n'a pas souvent de solutions. Les assistants familiaux qui sont épuisés, les services qui ont peu de solutions à leur proposer. C'est pareil, des enfants qu'on ne sait plus où caser. Enfin, ça, c'est des situations que j'ai vécues. Donc, je vous remercie pour ça parce que c'était assez criant de vérité. Merci beaucoup. Non, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai rencontré en rencontrant les gens. J'ai compris, puisque c'est les mêmes personnes, c'est ceux qui s'occupent des enfants en difficulté. Et quelque part, c'était aussi quelque chose de très intéressant pour moi et de très émouvant de me dire que ces enfants qu'on remet à la naissance, et j'ai vraiment pris le vocabulaire des professionnels, je ne dis pas abandonner, je dis bien remise, parce que j'ai bien compris que parfois le vrai abandon d'un enfant, c'était le fait de les garder, de ne pas être capable de s'en occuper, etc. Mais que c'était presque, évidemment, même pour eux, ceux que j'ai rencontrés, c'est les parcours les plus heureux, parce que s'ils travaillent bien, s'ils assurent bien cette période de transition, s'ils accompagnent bien à la fois le bébé et les parents qui vont recueillir cet enfant, ça fait des histoires, c'est vrai, très, très émouvantes et très belles et qui marchent. Oui. Mais c'est sûr que j'ai rencontré beaucoup de professionnels en difficulté. Et quand je vous disais, j'ai pas voulu, j'ai voulu montrer des professionnels qui travaillaient bien, j'ai pas voulu montrer les dysfonctionnements. C'était aussi pour dire que c'était précieux, parce que quand ça marche, c'est exceptionnel. Mais bien sûr que je pourrais faire le même film sur des services qui dysfonctionnent, avec le ras-le-bol des services publics et des gens qui disent on ne peut plus travailler correctement. Je veux dire, la désespérance des professionnels, je l'ai aussi vue, elle m'a énormément touchée. Et c'est presque pour leur rendre hommage et pour dire à la France, soyons fiers de ce qu'on est. On demande à l'État français et aux travailleurs sociaux d'intervenir beaucoup dans nos vies et de prendre en charge beaucoup de heurts, de mots, d'adoucir les choses, les chocs. On peut en être fier. Hein. Vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon pays, donc j'en suis fière. Mais c'est vrai qu'il m'a semblé aussi, parce que je posais des questions et que moi, j'étais un peu novice, que la France était un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est un des seuls pays au monde à offrir la possibilité de l'accouchement sous X, avec l'anonymat, le respect de la mère, le respect du secret. Et en même temps, elle sacralise énormément le lien. Donc, elle arrive à favoriser la rupture de ce lien, parce qu'elle comprend que c'est fondamental et que c'est une possibilité qui est mieux pour le bébé que de lui imposer de garder cet enfant ou quoi. Et en même temps, elle sacralise tout à fait le lien parent-enfant. Et c'est après, effectivement, il y a un truc qui ne va pas entre le nombre de parents qui souhaitent adopter et le peu d'enfants qui sont adoptables en France. C'est évident. Il y a une contradiction et une ambivalence, je pense, des Français là-dessus. Oui, c'est clair. Est-ce que, Emmanuel, vous vouliez rebondir à ce propos ?
Oui, enfin, je peux que partager cette opinion d'Anna. C'est sûr qu'on voit une belle histoire, une belle trajectoire de vie. Et on sait que l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, les accueils familiaux, familiaux-thérapeutiques, les foyers, enfin, on a des tonnes de situations sur le territoire qui sont difficiles. Tous les travailleurs du médico-social ont une énergie absolument incroyable, avec une conviction. D'ailleurs, on ne fait pas ce métier par hasard. Je pense que et heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que les moyens qu'on met dans le médico-social ne sont pas du tout à la hauteur. On fait un peu de militantisme et de loin, à mon avis. Et effectivement, tout repose sur cette ligne. On parle de la première ligne pour le Covid, mais là, on a la même première ligne depuis très longtemps. Je pense qu'il y a vraiment un problème de loi, de dimension sur le territoire, avec des inégalités très importantes selon les régions, des règles différentes. Enfin, voilà, c'est très personne dépendant, malheureusement. Et heureusement aussi, dans les deux cas, d'ailleurs. Oui, et puis il faut rappeler que quand on est assistant ou assistante familiale oui, c'est pas, on rentre pas chez soi à 19h, c'est du matin au soir et du soir au matin. Souvent, ils accueillent 3 enfants, mais il y a des pénuries telles que parfois c'est plus. Et effectivement, c'est toute l'année, toute la journée. Enfin voilà, moi, je trouve que c'est un métier extrêmement difficile. Souvent, ils sont peu formés, ou alors c'est une toute petite formation. Et ils accueillent majoritairement des enfants qui sont souvent très difficiles. Enfin, très difficiles de par leur histoire de vie, hein, pas... mais voilà. Non, mais bien sûr, c'était quand même un souci de raconter ce qui était bien pensé aussi, parce que les lois, les protocoles, moi, je les ai trouvés extraordinairement bien pensés, avec un degré de civilisation, d'humanité très, très fort, et ça m'a passionnée intellectuellement de l'étudier, et c'était... voilà, mais c'est sûr que là, moi, ça fait 1 an que je suis sur d'autres sujets, que je m'intéresse plutôt à la justice, et cette désespérance des travailleurs sociaux, elle est pareille partout, en fait. Donc, ah oui, je pense que c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, moi, mon truc, ce sera toujours de montrer que ça marche, que quand ça marche bien, ça marche très, très bien, et que c'est exceptionnel, et qu'aussi, c'est des métiers. Mais c'est ce que j'ai dit aussi à des... quand j'ai fait lire ça aux acteurs, leur partition, le scénario, je peux vous assurer que sur le plateau, les stars, ce n'étaient pas les acteurs, c'était les travailleurs sociaux qui les incarnaient. Ils avaient tous un respect pour les personnages qu'ils jouaient. Ils voulaient être à la hauteur de leurs personnages. Gilles Lelouch, il m'a dit, je lui ai dit, j'ai écrit ce rôle pour vous, pour toi, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, mais tu l'as écrit pour moi, en pensant à moi? Ce mec-là, tu as pensé que ça pouvait être moi? Mais s'est presque confondu lui-même avec le personnage, tellement il le trouvait génial, quoi. Il m'a dit, mais il était bouleversé. Donc en fait, il y avait beaucoup de respect pour tout ça sur le plateau. Mais le désespoir, il est très très profond partout. Et moi, il me désespère aussi, mais on ne peut pas faire grand-chose. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Avant de donner la parole à Isabelle, moi j'avais juste une petite question en lien avec ça, Jeanne, pour vous. Est-ce que les acteurs ont travaillé avec des travailleurs sociaux à certains moments? Comment est-ce que ça s'est passé? Donc vous, on a compris que vous aviez fait beaucoup de documentation et ça se ressent réellement dans le film. Est-ce que les acteurs aussi, ou est-ce qu'ils étaient touchés par ce sujet au départ? Comment ça s'est passé? Non. Ils n'ont rien étudié, parce que c'est vrai que moi, je l'avais fait déjà. J'avais fait une phase de documentation de 3-4 mois, et après, j'avais fait une phase de scénariste, et je leur ai je leur ai livré une partition où moi, il y a très, très peu de place pour l'impro. Ça m'intéresse pas du tout, moi, de voir des acteurs improviser, donc je leur demande vraiment d'être au cordeau sur ce qui est dit, sur ce qui se fait et tout. Et donc, non, il y a juste celle qui fait l'assistante sociale, qui se trouve être une grande amie à moi, qui fait l'assistante sociale, Lydie, qui travaille côté adoption. Elle était perturbée par la séquence où elle devait dire à des parents adoptants qu'elle n'allait pas donner un avis favorable, parce qu'elle estimait qu'ils n'étaient pas encore assez bien
Ils n'avaient pas compris ce projet, en fait. Ils étaient trop pleins de leur colère, trop pleins de... Voilà. Ils n'avaient pas compris qu'il y a une différence entre adopter un enfant et élever un enfant biologique, que c'est complexe et qu'il faut embrasser cette complexité et la penser. Et elle, ça la perturbe beaucoup, beaucoup. Elle était tellement en empathie avec ses parents. Et il a vraiment fallu, pendant tout le tournage, que je lui dise, c'est toi qui as raison, là. C'est toi qui as raison. Oui, mais je ne vais pas leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je dis, mais si, mais parce que tu as raison dans ce que tu leur dis. Tu protèges eux, tu protèges le bébé, de ça. Donc, elle a voulu rencontrer une assistante sociale qui faisait ce travail-là pour comprendre la distance qu'il fallait. Elle m'a dit, j'ai eu besoin de lui parler 3 heures pour savoir la distance juste, c'est-à-dire, voilà, pas trop, parce qu'elle me dit, je suis beaucoup trop empathique. Voilà, c'est la seule qui était elle-même au contact avec une assistante sociale. Sinon, celle qui fait la psy aussi, il y avait quand même la psy pour les bébés qui fait l'espèce d'examen où elle prend le bébé, elle le fait grimper comme ça, etc. Ces gestes-là, d'ailleurs, elle était très traqueuse, donc elle tremblait un peu, elle avait peur de mal faire avec le bébé et tout ça. Donc là, on avait une psy qui était là pour lui montrer les gestes et pour la rassurer quelque part. Mais sinon, non, moi, j'avais fait le gros du travail et je ne souhaitais pas spécialement qu'ils aillent s'imprégner eux-mêmes. Je voulais qu'ils fassent comme quand ils vont jouer Cyrano de Bergerac ou n'importe quel autre personnage, c'est-à-dire trouver leur Cyrano de Bergerac, trouver leur maman adoptante, trouver leur assistante familiale, etc. etc. Merci beaucoup pour votre réponse. Peut-être qu'on laisse la parole à Isabelle. Isabelle, vous avez Josien, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça, Josien. Merci Isabelle. Merci beaucoup de me donner la parole. Je m'excuse, j'ai loupé les 10-15 premières minutes de ce début de visio parce que j'ai eu des problèmes au démarrage de la vidéo. Donc voilà, le temps de finir le film jusqu'au bout à la dernière seconde. Je ne sais pas ce que je vais dire là, si ça a été dit au début. Donc n'hésitez pas à me couper si c'est le cas et je regarderai le replay. Je suppose qu'il y aura un replay à un moment donné. Moi, j'interviens ce soir, ma parole en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait plusieurs terrains de travail classiques, crèches, etc. Mais j'ai aussi travaillé en hôpital et en accueil de jour avec les familles en situation de rue, des primo-arrivants. Cette question du lien parent-enfant qui me tient vraiment très à cœur, ça fait 1 an que je me suis lancée à mon compte où j'accompagne les familles à leur domicile, dans leur rôle de parent. Et j'avais juste envie de vous dire merci et bravo pour ce superbe travail que vous avez fait, parce que je trouve qu'il est à la fois très simple, tellement criant de vérité par des moments hyper ridicules, tels que Gilles Lelouch qui propose une tasse de thé à cette maman qui vient juste rencontrer pour la première fois son bébé chez lui. En fait, on s'en fout de la tasse de thé, elle est prise dans ses émotions, elle est dans sa bulle à elle. Et ces moments ridicules, très simples, font qu'on se sent vraiment dans la réalité des choses et de ce que peuvent vivre les parents, etc. Et vous avez fait dire plein de belles choses dans ce film. Cette partie off où on entend la voix de l'assistante sociale qui dit « Voilà, vous allez rentrer chez vous, plongez-vous avec votre bébé. » Et bien ça, en fait, merci de le dire sur des écrans qui sont disponibles à des millions de femmes et de parents et de pères qui entendent ça. Parce que mon combat à moi, en tant qu'accompagnante de ces parents à leur domicile, la première chose que je leur dis, c'est écoutez-vous, quoi. Faites-vous confiance. Parce qu'on entend Pierre, Paul, Jacques, les réseaux sociaux, enfin tout ce que vous voulez, il y a des bonnes choses, mais aussi tellement de mauvaises choses qui font culpabiliser le parent. Et en fait, le fait que ce soit dit à grande échelle sur une vulgarisation de film, bravo à vous et c'est super chouette. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis inscrite sur un DU en parallèle, parce qu'on continue toujours à chercher et à réfléchir, sur la parentalité. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu un cours sur l'adoption internationale et l'adoption. Et il y a une phrase qui était dite à ce cours qui disait « L'adoption, ce n'est pas offrir un enfant à une famille, c'est offrir une famille à un enfant. » Et bien, je trouve que votre film retrace vraiment ça. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, on sent que la star de ce film, c'est pas Gilles Lelouch, c'est pas ces acteurs-là qui sont très très bons dans ce qu'ils font, c'est le bébé, quoi. Tout est vraiment centré sur lui, les regards que vous avez captés, que vous avez traficotés, bien sûr, c'est un film. Bien sûr. On est bien d'accord. Ce moment où, effectivement, vous disiez tout à l'heure, il regarde Gilles et après, il faut qu'il regarde sa maman qui vient faire connaissance avec lui.
c'est des moments qu'on aimerait voir en clinique, mais qu'on ne peut pas, hein. C'est la réalité de terrain. Ce que vous disiez, je crois, à ce qui paraît de ce que j'ai entendu, monsieur Devauche, c'était un peu ça, hein, il y a un vrai écart. Mais en tous les cas, je trouve que c'est très fidèle à ce qu'on peut rencontrer, même si c'est romancé, bien sûr, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que vous avez retranscrit. Et je voulais vous remercier pour ça, d'avoir mis ça au grand écran. Et je crois que ma question que je disais au début, certainement qu'elle a été posée. Je ne sais pas si c'est Marion à gauche de l'écran ou Marion à droite de l'écran, parce que je n'étais pas là au début. Mais la personne à gauche disait que vous avez fait un gros travail de recherche, parce que ma question était, pour avoir eu un regard si juste de cet enfant et de ce qu'il peut traverser, de ce parent adoptant par tout ce par quoi il peut traverser, de ces travailleurs sociaux qui au début sont pris dans cette famille. On voit bien cette fraternité là où il dit mais bon sang, je vous ai dit qu'il fallait pas garder ce lien parent-enfant. Tout ce travail que vous avez pu remettre à l'écran, ma question curieuse était de me dire comment est-ce que quelqu'un qui est derrière une caméra, qui est intéressé par le cinéma, peut être aussi juste. C'est gentil. En fait. Et ma question, c'était ces recherches, vous les avez cherchées où, en fait? J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré d'abord une assistante sociale à la retraite qui travaillait au service adoption à Brest. Elle aurait été à Avignon, j'aurais été à Avignon. Il se trouve qu'elle était à Brest et qu'elle m'a dit, mais au bout de 2 coups de fil de 2 heures, mais pourquoi tu viens pas me voir? Viens me voir, puis je vais te présenter des copines et tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai accumulé des récits. J'ai demandé aux gens de raconter leur vie. Je n'ai pas été en immersion dans des services, je n'ai pas assisté à des réunions. En fait, j'ai assisté à rien du tout. Je n'ai même pas vu des bébés, j'ai juste j'ai accumulé des récits. Voilà. Je leur ai demandé de raconter leur métier, je leur ai posé des questions. Parce que J'ai moi, envie de dire bravo à eux tous, parce qu'ils ont vraiment réussi à vous transmettre tout ça, et bravo à vous de l'avoir entendu, surtout. Merci. Non, mais c'est sûr que le fait de ne pas avoir vécu, de ne pas être travailleuse sociale moi-même, de ne pas avoir adopté, de ne pas avoir été adoptée, c'est à la fois... ça m'oblige, moi, à être dans l'imagination assez... à avoir un imaginaire assez ouvert, à me projeter. Et en fait, ça me permettait aussi d'avoir une vision panoramique de tout. Je me posais la question de ce que c'était qu'être dans le point de vue de l'assistant familial, puis de la maman adoptante, puis du bébé, puis j'essayais de me mettre à la place, même si c'est impossible, mais j'essayais de me mettre à la place de chacun d'eux, vu que j'allais les écrire en essayant de les écrire de l'intérieur et de les faire parler. Voilà, mais le but, c'était juste de faire un bon film. Écoutez, si vous me le permettez, je suis en train de préparer des tables rondes avec des familles au mois d'avril pour parler de ce fameux 4e trimestre, de ces démarrages, etc. Et j'ai bien envie de citer la phrase de l'assistante sociale à la fin en off, qui me plaît beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci Isabelle pour votre question, merci Jeanne. Peut-être pour rebondir par rapport à ça, Emmanuel, vous, en tant que chercheur, comment vous faites ces observations du lien entre les parents et les enfants? Comment est-ce que vous arrivez à observer ça sans trop rompre la relation à ce moment-là? Trop intrusif. Voilà, être trop intrusif, comment est-ce que ça se passe? C'est pour ça que je disais au début que je trouvais que moi, pour la connaissance que j'ai du bébé, je trouvais que c'était très juste, les dialogues, ce qu'on raconte au bébé, la manière de s'adresser, tout cet environnement. Je trouvais ça vraiment du bon ton avec... bon, évidemment, il y a aussi toute la pudeur, l'humanité, etc., qui dégage de la part des acteurs. Parce que quand j'ai eu l'occasion, quand mes doctorantes, parce que je ne fais pas tout le temps du terrain, les doctorantes font beaucoup de terrain après au bout d'un moment. Quand on va en maternité, ensuite de couche, eh bien, en fait, on s'adresse aux parents, tout simplement, on leur demande est-ce que vous voulez participer à une recherche qui nous permet de mieux comprendre comment commence cette communication entre le parent et le bébé. Et voilà, en fait, on leur dit, nous, on pose une caméra, vous installez comme vous voulez, et puis on vous laisse juste faire un câlin avec votre petit ou votre petite, et on vous laisse lui raconter ce que vous voulez. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est un peu ce que fait l'éthologue qui se cache dans un buisson dans la savane pour observer le comportement animal. Sauf que, là, il n'y a pas de buisson, il faut quand même mettre une caméra
Et puis après, on prend le temps de regarder ces images, on regarde ce qui se dit, la dynamique de l'échange. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment ça se construit dans le temps. Donc, qu'est-ce que les parents racontent à leur bébé? On peut tout simplement étudier le contenu, hein. C'est un peu c'est comme une transmission finalement. On pourrait presque faire une interview, sauf que là, c'est un peu c'est un peu comme si le bébé interviewait sa mère, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est intéressant, hein, de voir ce que ces papas et les papas aussi, hein, les papas, les mamans racontent à leurs tout petits, comment ils les emmènent déjà dans l'histoire familiale, comment ils parlent de la fratrie, des grands-parents, de ce qui va arriver. Enfin, là, je vous parle des parents qui vont bien, hein, parce que moi, je vois des parents tout venant. Hein, je vois pas beaucoup enfin, j'en vois forcément des parents qui vont pas bien dans le lot, parce que ça fait partie de la réalité. Mais je suis pas je n'étudie pas beaucoup les familles en situation vulnérable. C'est évidemment, enfin, on pense que c'est différent, mais il n'y a pas assez de recherche pour ça encore, pour répondre. Enfin, ça reste très sous-exploré, hein, vraiment très, très sous-exploré. Cette rencontre des premiers jours et des premières semaines a besoin encore de beaucoup, beaucoup de travaux de recherche pour être mieux comprise et mieux accompagnée pour le coup, hein. Et du coup, je partage, hein, cette vision de Isabelle. Mais je la partagerai comme quelque chose de dynamique qui se crée. C'est-à-dire que le parent est là aussi pour accompagner son enfant, hein. C'est la parentalité, c'est ça. Elle se construit, la parentalité. Elle est en nous plus ou moins au départ, et puis elle se construit. Mais elle se construit parce que le bébé la construit. C'est dans l'échange qu'elle se construit. C'est dans le contact quotidien qu'on comprend comment il fonctionne, qu'on trouve ce qui marche, comment le rassurer, comment lui donner de la bonne façon le biberon, le bain, comment le calmer quand il pleure. Voilà, et le bébé contribue énormément. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on voit aussi, il est présent, ce bébé, il est actif. Il est actif dans sa passivité à un certain moment, et puis il est actif parce qu'il commence à gazouiller. On voit, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé toute cette justesse-là. De manière simple, de manière, pas, je dirais pas vulgarisée, mais de manière grand public quand même, pour que ce soit compréhensible par les images et des dialogues de la vie de tous les jours. Parce que nous, quand on en parle, c'est parfois pas toujours compréhensible. Donc voilà. Oui, Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel. On laisse la parole à Pauline. Pauline de Mortain. Oui. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Et ce sera l'avant-dernière question. Bonsoir. Alors, du coup, je m'appelle Pauline. En ce moment, je réalise une émission qui s'appelle Nos liens et qui parle de la relation à soi, aux enfants et aux autres, où j'invite plein de personnes qui sont au contact d'enfants. Et je voulais revenir sur une scène du film qui est lorsque le bébé ne s'autorise pas à pleurer. Et ensuite, petit à petit, quand il s'habitue à son parent d'accueil, il commence petit à petit à s'autoriser à pleurer. Je voudrais savoir, Jeannery, comment vous en êtes venue dans votre processus d'écriture à écrire cette histoire, ce comportement du bébé, de quoi vous vous êtes inspirée. Et à Emmanuel Devouche, si vous voyez ce genre de comportement chez les bébés dans votre travail. Voilà. Alors, en fait, pour tout vous dire, il y a eu 4 versions de scénario. Jusqu'à la 3e version de scénario, ce bébé n'avait pas de problème de développement. Et puis, en fait, je me suis dit, mais pour montrer à quel point ces services fonctionnent bien, il faut que je leur pose des problèmes. S'ils n'ont pas de problème à régler, on ne va pas comprendre à quel point, voilà, il faut que je mette plus d'enjeux et plus de problèmes. Donc, j'ai refait un petit tour de piste de documentation en disant, qu'est-ce que c'est un bébé qui ne va pas bien? Et en gros, hein, on m'a schématisé, il y a les bébés qu'on n'arrive pas à calmer. C'est des bébés qui pleurent, qui ne sont pas bien dans les bras, on n'arrive pas à apporter de confort. Ils ne sont pas bien, quoi. Et ça met beaucoup de tension parce que dans les services, et parce que pour un adulte, quel qu'il soit, même au-delà des professionnels, ne pas arriver à apporter du confort à un bébé, c'est très dur. Et ils m'ont dit, et il y a aussi ceux qui ne rentrent pas dans la vie.
qui sont, je dirais même au-delà de ce que vous disiez, c'est pas qu'ils s'autorisent pas à pleurer, parce que c'est qu'ils s'autorisent pas à rentrer dans la vie, dans le lien, dans la manifestation, dans être, vivre, communiquer. Il est en attente. Quand elles m'ont dit: «Il y en a, comment vous expliquer? On dirait qu'ils sont en veille, comme une télé, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, mais elle marche pas encore, qu'il attend». Je me suis dit: «Alors ça, c'est super passionnant». Et c'est encore plus impressionnant pour moi qu'un bébé qui pleure. C'est-à-dire, je me suis dit: «Si j'arrive à inverser ce qu'on ressent dans la vie, à savoir que quand notre bébé pleure, on est un peu flippé, c'est un peu chiant, on se dit: "Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe?" Et voilà, et dès qu'il pleure pas, on se dit: «Il dort, il est bien, il est confort, c'est cool». Si j'arrive à inverser le truc de se dire: «Putain, mais pourquoi il pleure pas ce bébé?» et que c'est ça qui devient stressant, c'est ça qui devient angoissant, parce que c'est le révélateur d'un malaise, alors je vais faire un truc qui peut être intéressant. Donc j'ai pris tout de suite cette option du bébé que moi j'appelle un bébé sentinelle, heu parce que moi j'étais un peu un bébé sentinelle dans le sens où j'avais du mal à dormir et que je restais beaucoup éveillée, la nuit, les yeux grands ouverts comme ça, m'ont dit mes parents, ça fait partie de ma petite mythologie familiale. Je me suis dit: «Ah mais ça c'est intéressant». Donc j'ai choisi cette option-là et après je l'ai développée. Je me suis dit: «Tiens, ce bébé, il faut qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il pleure pas?» Heu donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'était ça mon parcours. Et pour Agnès? répondre, puisque vous m'avez interpellé aussi, en fait, moi j'ai trouvé que c'était très, enfin, ça m'a fait penser au retrait relationnel, en fait, concrètement, hein, Mmh. qui est une sorte de mécanisme de défense. Heu, mais parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que le bébé, il naît aussi avec une vie anténatale, une histoire. C'est un peu ce qui est aussi dit. Il y a une recherche à un moment donné, il y a même une grande agitation pour comprendre, hein. C'était bien vécu par tous ces professionnels et du coup, il a aussi, ses propres capacités, à entrer dans la vie. En parle de régulation. Le terme clé ici, c'est la régulation et pour certains, la naissance, elle est plus ou moins facile. Il y en a pour lesquels c'est top, ils dorment très vite, ils font leur nuit, c'est des bouddhas et les parents ont l'impression que c'est facile. On se dit qu'on en aurait plein comme ça. Puis pour d'autres, bah, c'est plus difficile, on ne sait pas forcément pourquoi. Ils ont aussi leur propre tempérament, chaque bébé est unique, donc c'est compliqué de créer des règles autour de ça. Et la régulation, bah, c'est que dans certains cas, c'est très compliqué de rentrer en communication. À un moment donné, vous faites la scène du Brazelton, la psychologue qui fait la petite balle rouge et le tiret assis. Et en fait, Brazelton, il dit ça très bien. Il dit, bah, pour rentrer en relation communiquer avec l'entourage, il faut déjà avoir régulé son système nerveux autonome, son système moteur et tous ces états d'éveil. Et donc, il faut arriver à être disponible. Et c'est ça la régulation, c'est que le bébé, il n'est pas toujours disponible. Parfois, il met plusieurs jours, voire parfois même plusieurs semaines avant d'être vraiment disponible pour entrer en communication. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Et ici, alors, ce qui est plus compliqué, c'est quand on ne sait pas pourquoi. Là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même une histoire particulière, une trajectoire avec la rupture avec la mère. Évidemment, on imagine que pour certains parents pour lesquels tout s'est très bien passé, on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà, certains mettent plus de temps à rentrer dans ça, à s'éveiller à la communication. Et de même que certains parents mettent plus de temps à s'éveiller à la parentalité. Voilà, c'est comme ça, on va chacun à son rythme. Et c'est ça Mais qui est très difficile. c'est vrai que c'est ce que je découvrais aussi au fil de ma documentation et ce qui faisait que je me disais, bah, même si j'arrive pas à en faire un film, bah, au moins j'aurais pas perdu mon temps parce que j'ai appris plein de choses sur la vie, sur le lien, sur, Mmh. l'organisation de la société, enfin bon. Et c'est vrai que j'avais plein de clichés comme ça qui valsaient ou des trucs que je pensais, je me disais: «Bah non, à partir du moment où quelqu'un décide d'abandonner son bébé», je ne disais pas encore remise ou recueil ou machin, évidemment qu'il faut pas qu'elle y voie sa mère, enfin le moins possible. Enfin, il faut vraiment que cette rupture soit nette parce que sinon elle va s'attacher à elle et puis après ce sera encore plus dur. Et eux me disaient: «Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que plus la mère elle a porté son bébé très positivement dans ce projet, c'est-à-dire même qu'elle l'a regardé, elle lui a parlé, elle l'a porté, même elle a pu le mettre au sein une fois et si elle l'accompagne positivement là-dedans, en lui expliquant pourquoi elle le fait, pourquoi c'est le meilleur choix possible, pourquoi elle ne peut pas garder cet enfant et pourquoi elle fait quand même ce choix, elle exerce son autorité maternelle en disant: «Je ne vais pas être ta mère, mais pour l'instant, ce choix, je le fais pour toi et je pense que c'est le meilleur choix possible», plus les bébés sont détendus et arrivent à entrer dans le lien avec leur assistante
familial et puis arrive à rentrer dans le lien avec les parents adoptants. Plus ça se fait dans de la confusion, dans de l'ambivalence, avec une maman qui veut mais qui ne veut pas, avec la pression des gens, avec ce trouble-là, fait que la transition, pour le coup, on en parlait, ce temps suspendu entre deux paires de bras se passe mal. Voilà. Et il se trouve que ce bébé, il y a eu de l'ambivalence. Cette maman, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas réussi à parler, elle n'a pas réussi à l'emmener complètement positivement dans ce projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Jeanne? Parce qu'on sait que vous deviez partir. Oui, mais c'est ma faute. Oui, non, mais c'est ma faute. Je fais des réponses trop longues. Il faut croire que ça me passionne encore un peu. Allez, je ferai une réponse très courte, ou même Emmanuel, vous avez qu'à répondre. Parce qu'en plus, elle est spécialement pour vous. Ça va être dur pour Emmanuel de répondre. Alors, je la pose parce qu'en plus, moi, personnellement, elle m'a beaucoup touchée aussi. C'est cette personne, en fait. Donc, il y a Capucine qui nous pose cette question, qui dit « Bonjour, j'ai été un peu surprise par le choix de l'actrice pour le rôle de la recueillante. Je ne connaissais pas ce métier. Elle est je trouve un peu déconcertante dans sa présentation à la jeune mère qui accouche et en même temps, elle arrive enfin. Elle pense à gagner sa confiance. Comment avez-vous fait le choix de cette actrice ?» Alors, c'est une actrice de théâtre, beaucoup, mais qui tourne aussi, qui s'appelle Clotilde Mollet. C'est juste une des actrices que je préfère voir sur une scène de théâtre. Je l'adore. Je la trouve hyper singulière. Il se trouve que quand elle dit un texte, quel qu'il soit, que ce soit du Shakespeare, du contemporain, du n'importe quoi, du Colin Serrault, elle me happe. J'ai envie de la regarder, j'ai envie de l'écouter. Elle a un naturel super singulier qui fait qu'elle avait quand même des phrases très techniques. Pour le coup, elle s'est vraiment fait chier à apprendre un texte qui était compliqué parce que ce n'est pas son vocabulaire. Et je savais qu'elle y mettrait du coup beaucoup de vie, bien que ce soit elle, on la voit pas beaucoup dans des trucs quotidiens. Donc, elle avait une partition exigeante et technique, et je m'étais dit qu'elle arriverait pour le coup à nous captiver par sa nature. Moi, c'est un personnage personnellement qui m'a beaucoup touchée. Oui. Je la trouve exactement ce que vous dites, en fait, de ce naturel et cet aplomb dans la difficulté de cette situation. Enfin, voilà. Donc, merci d'y avoir répondu, Jeanne. Peut-être un mot de conclusion aussi pour vous, Emmanuel. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Et puis, on va clore cette session et vous remercier toutes et tous. Moi, je vais juste conclure en vous remerciant déjà, parce que j'ai trouvé, je suis ravi d'avoir pu échanger sur ce thème qui est très important pour notre société, en fait, un thème de société. Je suis ravi d'avoir l'occasion de discuter qu'une réalisatrice d'un film grand public. Ça, je pense que ce n'est pas donné tous les jours. Voilà, je trouve que c'est vraiment très chouette de votre part, Marion et Lisa, d'avoir organisé ce débat. Voilà, je vous remercie de m'avoir pensé à moi, en fait. On était ravis de vous avoir et de pouvoir discuter avec vous deux de ce sujet, en effet, qui est peu, comme vous le disiez, Emmanuel, peu traité par les sciences. Il y a encore beaucoup de choses à en apprendre et peu connu du grand public. Et on est vraiment très heureuse que par ce film et par cette discussion, ça puisse être un sujet qui soit plus fréquemment abordé, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et merci encore au public aussi d'être là à chaque fois, aux participants. Et on mettra donc le replay de cette discussion parce qu'on a eu pas mal de messages pour dire « Ah, je ne peux pas venir finalement, est-ce qu'il y aura un replay ?» Et merci Jeanne d'avoir Merci à vous, merci beaucoup pour cette démarche. On a hâte de voir votre prochain film. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Dans la Tenez-nous justice. Et bonne continuation à vous. Hein, bravo. Merci de même. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Et à bientôt. Bonne continuation.